Chapitre 1, la vidéo qui a tout changé. Le sergent-chef Tyler Clough avait connu l'enfer en 3 missions sur 2 continents, mais rien ne l'avait préparé à la vidéo granuleuse de son téléphone qui allait arriver un mardi soir de novembre. La notification retentit alors qu'il nettoyait son arme dans la caserne de la base d'opération avancée Fort de Chapman, en Afghanistan, 2 semaines seulement avant son retour prévu au Colorado. L'expéditeur était Dal Morrison, son voisin depuis 6 ans. Dal était un inspecteur de police à la retraite, un homme qui ne parlait que s'il avait quelque chose d'important à dire. Le message était bref. Tyler, tu dois voir ça. Appelle-moi après l'avoir regardé. Les mains de Tyler tremblaient légèrement en ouvrant la vidéo. L'horodatage indiquait qu'elle avait été enregistrée 3 jours auparavant, lors de ce qui semblait être une forte chute de neige dans son quartier. La caméra était placée derrière la fenêtre de la cuisine de Dal, regardant de l'autre côté du jardin, en direction de la maison coloniale à 2 étages de Tyler. Au début, Tyler ne comprenait pas ce qu'il voyait. Sa femme, Amanda, se tenait sur le seuil, les cheveux noirs en bataille, toujours vêtue de la robe de chambre en soie qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire 2 ans plus tôt. Elle criait après quelqu'un à l'intérieur. Son visage était crispé par la rage, comme Tyler ne l'avait jamais vu auparavant. Puis il vit son fils de 9 ans, Lucas, sortir de la maison, trébuchant légèrement lorsqu'on le poussa dans l'embrasure de la porte. Le garçon ne portait qu'un pyjama fin et des chaussettes, ni manteau ni chaussures. La neige tombait abondamment, déjà épaisse de plusieurs centimètres. Le sang de Tyler se glaça en voyant Amanda attraper Lucas par le bras et l'entraîner plus loin dans le jardin. Même à travers le bruit étouffé, ses mots étaient clairs. « Tu as ruiné mon corps et ma vie. J'aurais dû avorter quand j'en avais l'occasion. » Lucas pleurait, son petit corps tremblant déjà violemment dans l'air glacial. Il essaya de se dégager pour retrouver la chaleur de la maison, mais l'emprise d'Amanda était ferme. Elle le secoua si fort que sa tête oscilla brusquement. « S'il te plaît, maman. Je suis désolé. Je ne voulais pas renverser le jus. » La voix de Lucas était à peine audible à cause du vent, mais Tyler capta chaque mot déchirant. Puis vint le moment qui allait hanter Tyler à jamais. La mère d'Amanda, Patricia Andry, apparut dans l'embrasure de la porte, tenant ce qui ressemblait à un verre de vin. Au lieu d'intervenir, au lieu de protéger son petit-fils, elle resta là à regarder avec une froide indifférence. « Tu fais ce qu'il faut, ma chérie », cria Patricia à sa fille. « Ce garçon doit apprendre les conséquences. Son père n'est pas là pour le punir, alors quelqu'un doit le faire. » Amanda laissa Lucas pieds nus dans la neige pendant ce qui lui sembla une éternité avant de finalement le laisser rentrer. La vidéo se termina sur Lucas boitant à la porte, ses petits pieds rouges et irrités par le froid. Tyler regarda la vidéo 3 fois de plus, chaque visionnage avivant sa rage. Ce n'était pas de la discipline. C'était de la maltraitance. C'était sa femme, la femme à qui il avait confié la garde de leur fils pendant qu'il servait son pays, torturant leur enfant. Il appela immédiatement Dal, d'une voix à peine maîtrisée. « Depuis combien de temps ça dure ? » « Je n'en suis pas sûr. » La voix rauque de Dal résonnait par satellite, mais j'entends des voix plus fortes ces derniers temps. C'était la première fois que je voyais vraiment ce qui se passait. J'hésitais entre appeler la police ou attendre ton retour. Tyler ne pouvait se résoudre à prononcer le nom, mais Dal comprenait. La Camaro est restée dans ton allée pendant la nuit plusieurs fois ce mois-ci. Elle part généralement tôt le matin avant l'arrivée du bus scolaire. Brent Coslow, l'ancien petit ami d'Amanda à l'université, a refait surface 6 mois plus tôt, lors du déploiement de Tyler. Tyler se doutait que quelque chose se tramait, mais avait fait confiance à Amanda lorsqu'elle lui avait assuré que Brent aidait simplement à la maison pendant son séjour à l'étranger. « Dal, j'ai besoin que tu me rendes service. Continue à surveiller. Continue d'enregistrer si tu peux, mais n'interviens que si Lucas est en danger immédiat. Je rentre à la maison, et quand je rentrerai, je gérerai les choses à ma façon. » L'esprit de Tyler travaillait déjà, calculait, planifiait. 20 ans dans les forces spéciales lui avaient appris la patience, la précision et l'importance de recueillir des renseignements avant d'attaquer. Il aurait besoin de tout savoir, chaque détail de ce qui s'était passé en son absence, chaque personne impliquée, chaque faiblesse qu'il pourrait exploiter. Cette nuit-là, Tyler a commencé à téléphoner. D'abord à son commandant pour obtenir un congé d'urgence. Puis à son avocat, Tom Bradford, un ancien rangé de l'armée qui devait la vie à Tyler suite à une fusillade à Canard 5 ans plus tôt. « Tom, j'ai besoin que tu prépares les papiers du divorce. La garde exclusive.
J'ai aussi besoin que tu fasses des recherches sur l'enfant. Loi sur les abus sexuels dans le Colorado et de quelles preuves j'aurai besoin pour des poursuites pénales. Tyler, que se passe-t-il? La guerre est de retour, mon frère. Et je vais y mettre fin. L'appel suivant était destiné à son frère aîné, Marcus, détective privé à Denver spécialisé dans la surveillance et les vérifications d'antécédents pour les divorces de personnalité. Marc, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Amanda et sa mère, Patricia. Dossier financier, communication, éventuels problèmes juridiques. Et fais une enquête complète sur Brent Koslow, le petit ami d'Amanda à l'université. J'ai le sentiment que son histoire est plus complexe. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Jusqu'au fond de l'océan. Je veux savoir ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner mardi dernier. Le dernier appel de Tyler ce soir-là était destiné à quelqu'un qu'il espérait ne plus jamais contacter. Vincent Torino dirigeait une société de sécurité privée à Las Vegas, entièrement composée d'anciens membres des forces spéciales. Les services de Vincent opéraient dans la zone grise entre légal et illégal, et ses méthodes étaient aussi efficaces que douteuses. Tyler Koff a entendu dire que tu jouais encore les soldats dans le bac à sable. J'ai besoin d'une consultation, Vinny. Le genre cela requiert votre touche spéciale. Quelqu'un doit disparaître. Pas disparaître. Détruit. Complètement et totalement ruiné. Mais je veux qu'il vive pour en souffrir chaque seconde. Le rire de Vincent était froid comme un vent d'hiver. C'est ma spécialité. Quand avez-vous besoin de moi? J'atterrirai à Denver dans 4 jours. Après, on planifie. Puis on exécute. Tyler passa les nuits qui lui restaient en Afghanistan à planifier méticuleusement son retour. Il étudia. Opportunity. The next 2 hours were parade of evidence that painted a devastating picture of Amanda S. Schwartz. Dal Morrison testified about what they witnessed and recorded. Dr. Frost, facing his own legal trouble, testified about Amanda S. plan to use surgery to erase all evidence of Lucas S. birth. Patricia Andry, a paroffer plea agreement, testified about her doctor's escalating abuse and her own role in enabling it. But the most damaging testimony came from Amanda herself. Under cross-examination, Tom Bradford systematically dismantled her claim of being a victim. Mrs. Clove, you testified that you were manipulated by Monsieur Koslow, but you chose to accept his financial support for your mother's gambling debt. Correct. He was helping my family. You chose to begin a sexual relationship with him while your husband was deployed. Correct. He was lonely and confused. You chose to bring Monsieur Koslow into your marital home where a 9-year-old son lived. Correct. Brent was helping around the house. And you chose to drag your son barefoot into the snow while Monsieur Koslow watched from inside the house. Correct. Amanda's composure finally cracked. You don't understand the pressure he was under. Lucas was acting out, being defiant. He was trying to manage everything alone while Tyler was gone. So, your solution was to abuse your child? He wasn't abusing him. He was trying to teach him consequence. Tom played the audio of Amanda telling Lucas she should have aborted him. The sound of her own word, her own cruelty, seemed to shock Amanda into silence. Mrs. Clough, when you told your son you should have aborted him, were you teaching him consequence, or were you expressing your true feeling about his existence? Amanda couldn't answer. The truth was written across her face in that moment, cooked on video for all time. She had meant every word. Tyler was called to testify last. He spoke quietly but firmly about discovering the video, about his investigation into Amanda's plan, about finding his son traumatized and afraid. Your Honor, I've spent 20 years defending family like mine from those who would harm them. He never imagined the greatest threat to my son would come from his own mother. Tyler looked directly at Amanda for the first time since entering the courtroom. The woman he married, the woman he trusted with my child's life, doesn't exist anymore. She was replaced by someone who could watch a 9-year-old boy suffer and feel nothing but annoyance. That person should never be alone with a child again. Judge Williams recessed for lunch to consider her decision. When court reconvenait at 2 heures de l'après-midi, her verdict was swift and final. After reviewing all evidence and testimony,
discours fin det Amanda Kozlov pose a continuing threat to the physical and emotional welfare of her minor child. Supervised visitation is denied. Parental rights are be terminated. Tyler felt a weight lift from his shoulder that had been carrying since the day they first watched that video. Lucas was safe, legally, permanently finally safe. Amanda's scream of anguish echoed through the courtroom as the finality of the judge's verdict. She had gambled everything on a new life with Brent, and she had lost more than she'd ever imagined possible. A Tyler left the courthouse, he felt no satisfaction, no sense of victory. Justice had been served, but the cost had been enormous. A family had been destroyed, a child had been traumatized, and lives had been ruined by choices that could never be undone. But Lucas was safe. And for Tyler, that was the only victory that mattered. Chapter 9. New Beginning. Simont Latte, Tyler and Lucas were building a treehouse in the backyard of their new home in Colorado Springs. Tyler had purchased a modest ranch house in a key neighborhood with excellent schools and neighbors who understood the value of privacy and peace. Lucas was different now, older in some way, but slowly rediscovering the joy and confidence that had been stolen from him. He looked more often, asked questions without fear, and had stopped flinching when adults raised their voices. The healing was slow but steady, guided by a skilled child psychologist who specialized in trauma recovery. Dad, do you think the roof is strong enough? Lucas asked, examining Tyler's handiwork with a serious expression he developed when concentrating on important matters. Let's find out. Tyler climbed up and tested the structure, bouncing slightly on the wooden platform. Feels solid to me. What do you think? Lucas climbed up to join his father, his movement more confident than they'd been months earlier. From their perch 12 feet off the ground, they could see most of their neighborhood and the mountains beyond. I like it up here, Lucas said. It feels safe. Tyler understood what is son meant. It meant visibility, control, the ability to see potential threats approaching. It was a warrior's instinct, and Tyler felt a mix of pride and sadness that his 9-year-old son had already learned such lesson. It's your space, buddy. Nobody can come up here unless you invite them. They worked in comfortable silence for another hour. Tyler teaching Lucas how to use tools safely, how to measure twice and cut once, how to take pride in building something with your own. These were lessons Tyler's own father had taught him decades earlier, and passing them on to Lucas felt like completing a circle. Tyler's phone buzzed with a text from Jennifer. Dinner at my house Sunday. The kiss Mr. Cousin. On Jennifer want to know if we want to have dinner at her house Sunday. Tyler told Lucas. Can we? He miss playing with Tommy and Sarah. Of course. Family dinner sounds perfect. Lucas smiled and Tyler marveled at how much more frequent those smiles had become. His son was healing slowly but surely from wound that should never have been inflicted. That evening, after Lucas had gone to bed, Tyler sat on his back porch with a beer and reviewed the latest update from Tom Bradford. Amanda had been released from prison after serving 14 months of her 18-month sentence. She'd immediately violated her probation by attempting to contact Lucas at school and was now facing additional charge. Brent Kozlov was serving his federal sentence at a maximum security facility in Texas. Vincent's information network had confirmed that Brent's time in prison was proving as unpleasant as Tyler had predicted. Men who were children weren't welcome in any prison population. Patricia Hendricks had completed her community service and was living in an assisted care facility in Nebraska, far from Colorado, and any temptation to interfere in Lucas' life. Her gambling addiction had been replaced by an addiction to prescription medication, and she spent most of her days in a pharmaceutical as that kept her from dwelling on the grand doctor she'd lost through her own choice. Tyler felt no satisfaction in their suffering. Their punishment were simply consequence a natural and inevitable a gravity. Action had result. Choice had cost. And people who were children faced the judgment of those who protected them. Dr. Frost had lost his medical license and was working as a medical supply salesman. His career destroyed by his willingness to enable predator. His cooperation with authority had kept him out of prison. But his reputation was ruined beyond repair.
Tyler S. O'Neill was more complex. The guilt of being absent when Lucas needed him most would never fully fade. But he learned to channel that guilt into positive action. Being the father Lucas needed now, building the life is son deserved, creating a safe space where trust could slowly be rebuilt. Lucas' therapy session were going well. Dr. Sarah Chan was a specialist in childhood trauma who helped Lucas understand that his mother's abuse was never his fault. That adult who hurt children are responsible for their own choice and that being afraid of someone who hurt you is normal and healthy. Lucas is remarkably resilient. Dr. Chan had told Tyler during their last meeting he has processed most of the immediate trauma and he is developing healthy coping mechanisms. The key now is maintaining stability and consistency in his environment. Tyler had committed to providing exactly that. He declined offer to return to active duty. Instead, taking a position with a private security company that kept him in Colorado and available for every school play, every parent-teacher conference, every bedtime story Lucas needed. Some evening, like tonight, Tyler would find himself standing in Lucas' doorway, watching his son sleep peacefully in a bed surrounded by books and toys and all the normal things that fill the child's room. No more hiding undercover with flashlight. No more crying himself to sleep. No more flinching at every sound from downstairs. This was victory, not the destruction of his enemy. That had simply been necessary justice. Victory was Lucas sleeping safely, logging freely, trusting that tomorrow would be better than today. Tyler's phone rang, interrupting his thoughts. The Calais ID showed Vincent Torino's number. Tyler, how's retirement treating you? It's not retirement, Vinny. It's just a different kind of mission. The most important kind. How's the boy getting stronger every day? He's going to be fine. Bon. Listen, I know you're focused on being a father now, but if you ever want back in the game, I got client who could use someone with your particular set of skill. Tyler looked through the window at Lucas' bedroom, where his son slept under a constellation of glow-in-the-dark star day depuis on the ceiling together. Thanks, but my fighting days are over. I've got everything I need right here. Fair enough. But Tyler, if anyone ever threatens that boy again, you call me. Some people only understand one kind of language, and you and I speak it fluently. Tyler smiled grimly. That is a conversation I hope we never have to have. Me, too. But if we do, I'll be ready. After ending the call, Tyler walked to Lucas' room and stood in the doorway for a moment. Listening to his son's peaceful breathing. Tomorrow, they would finish the trios. This weekend, they would have dinner with Jennifer's family. Next month, Lucas would start Little League Baseball, something they wanted to do before Amanda's abuse had destroyed his confidence. These were the victory that mattered. Not the destruction of enemy, but the building of a life worth protecting. Tyler had learned that the greatest revenge against those who tried to destroy his family was simply refusing to let them succeed. Lucas stirred in his sleep and murmured something Tyler couldn't take it here. But then, clear Abel, came two words that made Tyler's heart swell with pride and love. Love you, Dad. Tyler smiled and whispered back, love you too, son. Forever and always. The war was over. The healing had begun. And in the end, love had won. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. What did you think? I'd love to hear your thoughts in the comments below. If you enjoyed this story, consider joining our community by subscribing. It means the world to us. For more stories like this one, check out the recommended video on screen. And I'll see you there. Elle était juste mais dure, et elle avait peu de patience pour les parents qui mettaient leurs enfants en danger. L'avocate d'Amanda prit la parole la première, dressant le portrait d'une femme vulnérable, manipulée par un prédateur sophistiqué. Elle décrivit la manipulation psychologique de Brent, ses tactiques d'isolement et son contrôle financier sur la vie d'Amanda. Elle affirma qu'Amanda avait été autant victime que Lucas et que les séparer définitivement ne ferait qu'aggraver le traumatisme. Votre honneur, ma cliente a été systématiquement manipulée par Brent Koslow pendant des mois. Elle a été isolée de son réseau de soutien, sous contrôle financier et victime de violences psychologiques. Ses actes envers son fils résultaient de cette manipulation,
et non de sa véritable nature. Tyler écouta cette défense avec un dégoût croissant. Amanda était assise à 6 mètres de lui, et pas une seule fois elle ne le regarda ni ne s'enquit du bien-être de Lucas. Même maintenant, face à la perte de son fils, elle était entièrement concentrée sur elle-même. La déclaration d'ouverture de Tom Bradford était d'une précision chirurgicale. Votre honneur, le sergent-chef Tyler Clough a servi son pays fidèlement pendant 20 ans, dont 3 déploiements militaires. Il avait fait confiance à sa femme pour s'occuper de leur fils pendant son service à l'étranger. Cette confiance a non seulement été trahie, mais aussi instrumentalisée contre l'enfant qu'elle était censée protéger. Tom a diffusé la vidéo d'Amanda maltraitant Lucas, et Tyler a observé le visage de la juge, témoin de la cruauté cruelle de traîner un enfant de 9 ans pieds nus dans la neige. Le regard du juge Williams se durcissait à chaque seconde qui passait. Il ne s'agissait pas d'une erreur de jugement momentanée, votre honneur. Il s'agissait d'un schéma de maltraitance infantile persistant qui a duré des mois. L'accusé a agressé verbalement son fils, l'a mis en danger physiquement et a projeté de l'abandonner complètement. Elle a privilégié une relation avec son amant au bien-être de son enfant à chaque occasion. Les 2 heures suivantes ont été un défilé de preuves qui ont dressé un tableau accablant des choix d'Amanda. Dal Morrison a témoigné de ce dont il avait été témoin et enregistré. Le Dr Frost, confronté à ses propres problèmes juridiques, a témoigné du projet d'Amanda d'utiliser la chirurgie pour effacer toute trace de la naissance de Lucas. Patricia Andry, dans le cadre de son accord de plaidoyer, a témoigné sur l'escalade des violences infligées à sa fille et sur son propre rôle dans leur implication. Mais le témoignage le plus accablant est venu d'Amanda elle-même. Lors du contre-interrogatoire, Tom Bradford a systématiquement démenti ces allégations de victime. Madame Clough, vous avez témoigné avoir été manipulée par Monsieur Coslow, mais vous avez choisi d'accepter son soutien financier pour les dettes de jeu de votre mère. Exact. Il aidait ma famille. Vous avez choisi d'entamer une relation sexuelle avec lui pendant que votre mari était déployé. Exact. J'étais seul et désorienté. Vous avez choisi d'accueillir Monsieur Coslow dans votre domicile conjugal où vivait un fils de 9 ans. Exact. Brent aidait à la maison. Et vous avez choisi de traîner votre fils pieds nus dans la neige sous le regard de Monsieur Coslow depuis l'intérieur de la maison. Exact. Le sang-froid d'Amanda a finalement cédé. Vous ne comprenez pas la pression que je subissais. Lucas était en train de se comporter de manière provocatrice. J'essayais de tout gérer seul pendant l'absence de Tyler. Alors, votre solution était de maltraiter votre enfant? Je ne le maltraitais pas. J'essayais de lui apprendre les conséquences. Tom passa l'enregistrement d'Amanda disant à Lucas qu'elle aurait dû avorter. Le son de ses propres mots, sa propre cruauté, semblèrent la réduire au silence. Madame Clough, lorsque vous avez dit à votre fils que vous auriez dû avorter, lui enseignez-vous les conséquences, ou exprimiez-vous vos véritables sentiments quant à son existence? Amanda ne put répondre. La vérité était écrite sur son visage à cet instant, filmée pour toujours. Elle avait pensé chaque mot. Tyler fut appelé à témoigner en dernier. Il parla doucement mais fermement de la découverte de la vidéo, de son enquête sur les projets d'Amanda, de la découverte de son fils traumatisé et effrayé. Votre honneur, j'ai passé 20 ans à défendre des familles comme la mienne contre ceux qui voulaient leur faire du mal. Je n'aurais jamais imaginé que la plus grande menace pour mon fils viendrait de sa propre mère. Tyler a regardé Amanda droit dans les yeux pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience. La femme que j'avais épousée, celle à qui j'avais confié la vie de mon enfant, n'existe plus. Elle a été remplacée par quelqu'un capable de regarder un garçon de 9 ans souffrir et de ne ressentir que de l'agacement. Cette personne ne devrait plus jamais se retrouver seule avec un enfant. La juge Williams a suspendu l'audience pour déjeuner afin de délibérer. À la reprise de l'audience à 14 heures, son verdict a été rapide et définitif. Après examen de l'ensemble des preuves et des témoignages, le tribunal estime qu'Amanda Coslow représente une menace permanente pour le bien-être physique et émotionnel de son enfant mineur. Le droit de visite surveillée est refusé. Les droits parentaux sont par la présente résiliés. Tyler a senti un poids se lever de ses épaules, celui qu'il portait depuis le jour où il avait visionné cette vidéo. Lucas était enfin en sécurité, légalement, définitivement. Le cri d'angoisse d'Amanda a résonné dans la salle d'audience, tandis que la finalité des paroles de la juge la frappait. Elle avait tout misé sur une nouvelle vie avec Brent, et elle avait perdu plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. En quittant le tribunal, Tyler n'éprouvait aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire.
Justice avait été rendue, mais le prix à payer était énorme. Une famille avait été détruite, un enfant traumatisé, et des vies ruinées par des choix irréversibles. Mais Lucas était sain et sauf. Et pour Tyler, c'était la seule victoire qui comptait. Chapitre 9. Nouveau départ. 6 mois plus tard, Tyler et Lucas construisaient une cabane dans les arbres dans le jardin de leur nouvelle maison à Colorado Springs. Tyler avait acheté une modeste maison de ranch dans un quartier calme, avec d'excellentes écoles et des voisins qui comprenaient la valeur de l'intimité et de la paix. Lucas était différent maintenant, plus âgé par certains côtés, mais il retrouvait peu à peu la joie et la confiance qui lui avaient été volées. Il riait plus souvent, posait des questions sans crainte et ne bronchait plus lorsque les adultes élevaient la voix. La guérison fut lente mais progressive, guidée par une psychologue pour enfants compétente, spécialisée dans le rétablissement post-traumatique. « Papa, penses-tu que le toit est assez solide ?» Lucas demanda, examinant l'ouvrage de Tyler avec l'expression sérieuse qu'il prenait lorsqu'il se concentrait sur des choses importantes. « On verra bien. » Tyler grimpa et testa la structure, rebondissant légèrement sur la plateforme en bois. « Ça me paraît solide. Qu'en penses-tu » Lucas grimpa pour rejoindre son père, ses mouvements plus assurés que des mois plus tôt. De leur percée à 3,6 mètres du sol, ils pouvaient voir la majeure partie de leur quartier et les montagnes au-delà. « J'aime bien être là-haut, » dit Lucas. « On s'y sent en sécurité. » Tyler comprenait ce que son fils voulait dire. La hauteur signifiait visibilité, contrôle, capacité à voir les menaces potentielles approcher. C'était l'instinct du guerrier, et Tyler ressentait un mélange de fierté et de tristesse que son fils de 9 ans ait déjà appris de telles leçons. « C'est ton espace, mon pote. Personne ne peut monter ici sans ton invitation. » Ils travaillèrent dans un silence confortable pendant 1 heure encore. Tyler apprenait à Lucas à utiliser les outils en toute sécurité, à mesurer 2 fois et à couper 1 fois, à être fier de construire quelque chose de ses propres mains. C'étaient des leçons que le père de Tyler lui avait apprises des décennies plus tôt, et les transmettre à Lucas était comme boucler la boucle. Le téléphone de Tyler vibra, un texto de Jennifer lui parvint. « Dîner chez moi dimanche. Leur cousine manque aux enfants. Tante Jennifer veut savoir si on veut dîner chez elle dimanche. » Tyler dit à Lucas. « On peut ? Jouer avec Tommy et Sarah me manque. » « Bien sûr. Un dîner en famille, c'est parfait. » Lucas sourit et Tyler s'émerveilla de la fréquence croissante de ses sourires. Son fils guérissait lentement mais sûrement de blessures qui n'auraient jamais dû lui être infligées. Ce soir-là, après que Lucas fut couché, Tyler s'assit sur sa véranda avec une bière et consulta les dernières nouvelles de Tom Bradford. Amanda était sortie de prison après avoir purgé 14 mois de sa peine de 18 mois. Elle avait immédiatement violé sa probation en tentant de contacter Lucas à l'école et faisait maintenant face à de nouvelles accusations. Brent Coslow purgeait sa peine fédérale dans un établissement de haute sécurité au Texas. Le réseau d'information de Vincent avait confirmé que le séjour de Brent en prison s'avérait aussi pénible que Tyler l'avait prédit. Les hommes qui maltraitaient les enfants n'étaient les bienvenus dans aucune prison. Patricia Hendricks avait terminé ses travaux d'intérêt général et vivait dans un établissement de soins assistés du Nebraska, loin du Colorado et de toute tentation d'interférer dans la vie de Lucas. Son addiction au jeu avait laissé place à une dépendance aux médicaments sur ordonnance, et elle passait la plupart de ses journées dans un brouillard pharmaceutique qui l'empêchait de ressasser la petite fille qu'elle avait perdue à cause de ses propres choix. Tyler n'éprouvait aucune satisfaction face à leur souffrance. Leur châtiment n'était que des conséquences aussi naturelles et inévitables que la gravité. Les actes avaient des conséquences. Les choix avaient un coût. Et ceux qui maltraitaient les enfants s'exposaient au jugement de ceux qui les protégeaient. Le docteur Frost avait perdu son droit d'exercer la médecine et travaillait comme vendeur de fournitures médicales. Sa carrière avait été détruite par sa propension à favoriser les prédateurs. Sa coopération avec les autorités l'avait préservé de la prison. Mais sa réputation était irrémédiablement ruinée. La guérison de Tyler était plus complexe. La culpabilité d'avoir été absent au moment où Lucas avait le plus besoin de lui ne s'estomperait jamais complètement. Mais il apprit à canaliser cette culpabilité en action positive. Être le père dont Lucas avait besoin maintenant, construire la vie que son fils méritait, créer un espace sur où la confiance pouvait lentement se reconstruire. Les séances de thérapie de Lucas se déroulaient bien. Le docteur Sarah Chin, spécialiste des traumatismes infantiles, avait aidé Lucas à comprendre que les abus de sa mère n'étaient jamais de sa faute.
Que les adultes qui blessent les enfants sont responsables de leur choix et qu'avoir peur de quelqu'un qui vous a blessé est normal et sain. Lucas est remarquablement résilient. Le docteur Chin avait dit à Tyler lors de leur dernière rencontre qu'il avait surmonté la majeure partie du traumatisme immédiat et qu'il développait des mécanismes d'adaptation sains. L'essentiel est désormais de maintenir la stabilité et la cohérence dans son environnement. Tyler s'était engagé à lui offrir exactement cela. Il a décliné les offres de retour au service actif. À la place, il a accepté un poste dans une société de sécurité privée qui le maintenait dans le Colorado et était disponible pour chaque pièce de théâtre à l'école, chaque réunion parents-professeurs, chaque histoire du soir dont Lucas avait besoin. Certains soirs, comme ce soir-là, Tyler se retrouvait sur le pas de la porte de Lucas, regardant son fils dormir paisiblement dans un lit, entouré de livres, de jouets et de tout ce qui remplit normalement la chambre de l'enfant. Plus besoin de se cacher sous couverture avec des lampes de poche. Fini les pleurs. Fini les tressaillements au moindre bruit venant d'en bas. C'était la victoire, pas la destruction de ses ennemis. C'était simplement une justice nécessaire. La victoire, c'était Lucas qui dormait paisiblement, riait librement, confiant que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Le téléphone de Tyler sonna, interrompant ses pensées. L'afficheur affichait le numéro de Vincent Torino. « Tyler, comment se passe ta retraite ?»« Ce n'est pas la retraite, Vinny. C'est juste une mission différente. La plus importante. Comment le garçon devient-il plus fort chaque jour ? Il ira bien. Bon. Écoute, je sais que tu te concentres sur ta paternité pour le moment, mais si jamais tu veux revenir dans le jeu, j'ai des clients qui pourraient avoir besoin de quelqu'un avec tes compétences particulières. » Tyler regarda par la fenêtre la chambre de Lucas, où son fils dormait sous une constellation d'étoiles phosphorescentes qu'ils avaient accrochées ensemble au plafond. « Merci, mais mes jours de combat sont terminés. J'ai tout ce qu'il me faut ici. »« D'accord. Mais Tyler, si jamais quelqu'un menace à nouveau ce garçon, appelle-moi. Certaines personnes ne comprennent qu'une seule langue, et toi et moi la parlons couramment. » Tyler sourit d'un air sombre. C'est une conversation que j'espère ne jamais avoir à avoir. Moi aussi. Mais si c'est le cas, je serai prêt. Après avoir raccroché, Tyler se dirigea vers la chambre de Lucas et resta un moment sur le seuil, écoutant la respiration paisible de son fils. Demain, il finirait la cabane dans les arbres. Ce week-end, il dînerait avec la famille de Jennifer. Le mois prochain, Lucas commencerait la petite ligue de baseball, ce qu'il avait toujours voulu faire avant que les abus d'Amanda ne détruisent sa confiance. C'étaient ses victoires qui comptaient. Non pas la destruction d'ennemis, mais la construction d'une vie digne d'être protégée. Tyler avait appris que la plus grande vengeance contre ceux qui avaient tenté de détruire sa famille était tout simplement de refuser de les laisser réussir. Lucas remua dans son sommeil et murmura quelque chose que Tyler ne put tout à fait entendre. Mais alors, clair comme de l'eau de roche, deux mots vinrent gonfler le cœur de Tyler de fierté et d'amour. « Je t'aime, papa. » Tyler sourit et murmura, « Je t'aime aussi, mon fils. » Pour toujours et à jamais. La guerre était finie. La guérison avait commencé. Et finalement, l'amour avait gagné. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'en avez-vous pensé ? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est très important pour nous. Pour d'autres histoires comme celle-ci, regardez les vidéos recommandées à l'écran. À bientôt. Chaque détail de la vidéo, mémorisant la disposition de son jardin, l'emplacement des fenêtres, les lignes de vue des maisons voisines. Il analysa le langage corporel d'Amanda, son expression, ses paroles. Ce n'était pas une erreur de jugement momentanée. C'était une cruauté calculée envers un enfant innocent. Au moment où Tyler embarqua dans l'avion qui le ramènerait chez lui, il s'était transformé de soldat en quelque chose de bien plus dangereux. Un père n'ayant plus rien à perdre est capable de faire payer à ses ennemis chaque larme versée par son fils. La guerre en Afghanistan était terminée pour Tyler Clough. La guerre pour l'avenir de son fils ne faisait que commencer. Chapitre 2. Collecte de renseignements. Le retour de Tyler à Colorado Springs fut volontairement discret. Au lieu de rentrer directement chez lui, il s'installa dans un modeste motel à 24 km de la sous-info non, une technique que Vincent lui avait apprise des années auparavant. Il avait besoin de temps pour observer, recueillir des renseignements, comprendre exactement ce qu'était devenu sa famille en son absence.
Marcus le retrouva au motel ce soir-là, 2 épais dossiers à la main et arborant l'expression sombre dont Tyler se souvenait de leur enfance, lorsque quelqu'un avait croisé l'un des frères Kozo. « Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé », dit Marcus en s'installant dans l'unique fauteuil de la pièce, tandis que Tyler restait debout, son allure militaire inchangée, même en civil. Commençons par Amanda. Marcus ouvrit le premier dossier. Votre femme a été occupée. Ses relevés bancaires montrent qu'elle retire régulièrement de l'argent liquide. De petites sommes, mais fréquentes. 3 cents par-ci, 5 cents par-là. Soit environ 4 000 au cours des 2 derniers mois. L'argent de poche intraçable s'améliore. J'ai remonté ses relevés de téléphone portable, des centaines de SMS et d'appels à Brent Koslow, mais aussi à plusieurs numéros. Je n'ai pas pu l'identifier immédiatement. Alors, j'ai creusé plus profondément. Marcus a sorti une série de photos. Tyler a serré la mâchoire en reconnaissant sa femme dans divers restaurants et bars de la ville, toujours avec Brent, mais parfois avec d'autres personnes que Tyler ne reconnaissait pas. La femme en robe rouge est Kelly Vasquez. Elle dirige un service d'escorte haut de gamme qui s'adresse aux femmes mariées en quête de sensations fortes. L'homme en costume coûteux est le docteur Richard Frost, un chirurgien esthétique poursuivi à 2 reprises pour avoir pratiqué des interventions sans consentement. Tyler a étudié les photos. Amanda avait l'air différente, plus mince, ses vêtements plus révélateurs, son sourire artificiel. Elle prépare quelque chose. Il y a plus. J'ai découvert pourquoi Patricia a tant soutenu le comportement d'Amanda. Ta belle-mère a un problème de jeu grave. Elle doit 43 000 $ à des gens très désagréables à Las Vegas. Devinez qui rembourse cette dette? Brent, tous les mois, comme sur des roulettes. Mais voilà le plus intéressant, Brent n'a pas autant d'argent. Du moins, pas de source légitime que je puisse retrouver. Marcus ouvrit le deuxième dossier, révélant des photos de surveillance de Brent Koslow. Tyler reconnut à peine l'homme avec qui Amanda avait brièvement fréquenté à l'université. Brent avait toujours été doux, sans prétention. L'homme sur ces photos était différent. Vêtements coûteux, voitures de luxe, montres de luxe. Brent vivait bien au-dessus de ses moyens pour quelqu'un qui travaillait soi-disant comme consultant marketing indépendant. Pas de licence commerciale légale, pas de clients importants que je puisse identifier, mais des liquidités abondantes. Les gens de Vincent ont fait des recherches à Las Vegas. Le téléphone de Tyler vibra, un SMS de Vincent. Votre fils Brent dirigeait une opération de catfishing sophistiquée. Il ciblait les épouses de militaires, tissait des liens affectifs pendant que leur mari était déployé, puis les faisait chanter avec des photos et des vidéos intimes. Très rentable. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Tyler pouvait désormais voir la situation dans son ensemble. Amanda n'était pas seulement tombée amoureuse d'un ancien amour. Elle avait été ciblée, manipulée et était désormais prise au piège dans la toile de Brent. Mais au lieu d'être une victime, elle avait choisi de devenir une participante volontaire, même au prix de maltraiter leur fils. Il y a encore une chose, dit Marcus doucement. J'ai trouvé des enregistrements d'Amanda visitant le cabinet du docteur Frost à 6 reprises le mois dernier. Elle doit subir une intervention la semaine prochaine, une opération appelée chirurgie reconstructive. Les notes de consultation mentionnent la restauration de l'état pré-inscription. Tyler serra les poings. Le sous-entendu était clair. Amanda prévoyait d'effacer toute trace physique de la naissance de Lucas comme si leur fils n'avait jamais existé. Ce soir-là, Tyler mena sa propre surveillance. Il se gara à 3 pâtés de maison de chez lui et traversa le quartier qu'il avait habité pendant 6 ans, notant chaque détail qui avait changé. Dal Morrison le repéra le premier, traversant la rue d'un pas décidé, comme un homme qui attendait ce moment. « Tyler, je suis tellement content que tu sois de retour. Comment va Lucas ?» Le visage buriné de Dal s'assombrit. Silence. Trop pour un garçon de 9 ans. Il descend du bus scolaire, entre directement à l'intérieur, ne sort plus du jeu. Je ne l'ai pas vu sourire une seule fois depuis ton départ. Quelqu'un d'autre a vu ce qui se passe. Quelques voisins ont remarqué des choses, mais personne ne veut s'en mêler. Les Henderson ont déménagé le mois dernier, dit-il. Il ne supportait plus d'entendre les cris. Tyler passa 2 heures à arpenter le périmètre de sa propriété, identifiant les lignes de vue, les issues de secours et les postes de surveillance potentiels. Sa maison, autrefois symbole du rêve américain qu'il s'était battu pour protéger, ressemblait désormais à un territoire ennemi. À minuit,
Tyler était posté dans la rangée d'arbres derrière sa maison lorsque la Camaro rouge de Brent s'est garée dans l'allée. Tyler regarda, à travers des jumelles de vision nocturne, sa femme courir à la rencontre de son amant, se jetant dans ses bras avec un enthousiasme qu'elle n'avait jamais montré à Tyler. Ils disparurent à l'intérieur, et Tyler lutta contre son instinct, lui ordonnant d'entrer en trombe et d'en finir immédiatement. Mais la patience était une arme, et Tyler avait appris à la manier avec une précision chirurgicale. 1 heure plus tard, le téléphone de Tyler vibra, annonçant un message de Dal. Les garçons pleurent encore. 3e nuit cette semaine. À travers ses jumelles, Tyler pouvait voir la fenêtre de la chambre de Lucas au 2e étage. Une faible lumière était visible, probablement son fils caché sous les couvertures avec une lampe de poche, essayant de trouver du réconfort dans des livres pendant que sa mère divertissait son amant en bas. Tyler fit une décision qui le hantrait à jamais. Il grimpa au vieux chêne qui bordait sa propriété et se posta devant la fenêtre de Lucas. Le garçon lisait effectivement sous les couvertures, mais Tyler pouvait voir les traces de larmes sur ses joues. La façon dont son petit corps tressaillait à chaque bruit venant d'en bas. Tyler tapota doucement la fenêtre. Lucas leva les yeux, d'abord terrifié, puis ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Papa » murmura-t-il. Tyler porta un doigt à ses lèvres, puis désigna le loquet de la fenêtre. Lucas comprit immédiatement, ouvrant doucement la fenêtre juste assez pour qu'il puisse murmurer « Je suis là, mon pote. Papa est rentré, mais maman a dit que tu ne reviendrais pas avant des semaines. » Elle dit, la voix de Lucas s'est brisée. Elle dit, tu ne reviendras peut-être jamais. Je suis là maintenant, et je ne te quitterai plus jamais, mais j'ai besoin que tu sois courageux encore un peu. Tu peux faire ça pour moi? Lucas hocha la tête solennellement, bien trop mature pour ses 9 ans. J'ai besoin que tu fasses comme si tu ne m'avais jamais vu ce soir. Ne le dis à personne. Et si quelqu'un te fait encore du mal, tu as ça. Tyler tendit à Lucas un petit appareil par la fenêtre. C'est un bouton d'alarme. Tu appuies dessus. Et je saurai que tu as besoin d'aide immédiatement. Vas-tu tout réparer, papa? Tyler regarda son fils dans les yeux. Des yeux qui avaient trop vu, trop souffert en son absence. Oui, fiston. Papa va tout réparer. Le lendemain matin, Tyler retourna à son poste de surveillance juste au moment où le bus scolaire arrivait. Il regarda Lucas marcher jusqu'au trottoir, son sac à dos lourd, les épaules affaissées. Le garçon jeta un dernier coup d'œil à la maison avant de monter dans le bus, et Tyler vit quelque chose dans l'expression de son fils qui cristallisa sa détermination. L'espoir. Lucas croyait que son père le sauverait. Et Tyler brûlerait le monde avant de laisser cette croyance se révéler fausse. Cet après-midi-là, Tyler rencontra Vincent Torino dans un restaurant discret du centre-ville de Denver. Vincent regarda exactement comme Tyler s'en souvenait. Un costume coûteux, un sourire prédateur, des yeux qui avaient vu trop de violence pour être complètement civilisés. Alors, quel est le jeu? Demanda Vincent après que Tyler eut exposé la situation. Je veux qu'il soit détruit, pas tué. C'est trop facile. Je veux qu'ils vivent avec les conséquences de leurs actes. Je veux qu'ils comprennent que trahir Tyler Clough a été la pire erreur de leur vie pathétique. Brent est la cible la plus facile. Toute son opération repose sur sa discrétion. Quelques manœuvres stratégiques et je peux lui mettre le FBI dans le cul d'ici vendredi. Non, trop vite. Je veux quelque chose de plus personnel. Le sourire de Vincent s'élargit. Tu as toujours été un salaud vindicatif. J'aime ça. Et la femme? Amanda a choisi son camp en portant les mains sur mon fils. Elle va apprendre que certains choix ont des conséquences permanentes. Et la belle-mère? L'expression de Tyler est devenue complètement froide. Patricia Hendricks a tendu un verre à sa fille et lui a dit qu'elle faisait ce qu'il fallait, tandis que mon fils se tenait pieds nus dans la neige. Il allait payer pour chaque seconde de souffrance. Vincent se laissa aller dans son fauteuil, observant Tyler comme un joueur d'échecs, réfléchissant à sa prochaine action. Ça va coûter cher et être compliqué. Peu m'importe le coût. Quant à Messi, le sourire de Tyler était glacial. Ils ont commencé cette guerre en blessant mon fils. Je vais juste la terminer. Chapitre 3. Le piège commence. Lucas était la clé de tout. Tyler comprit que tout plan de vengeance devait commencer par mettre son fils en sécurité, tant physiquement que juridiquement. Le garçon était le seul innocent dans ce pétrin,
et Tyler ne permettrait pas que sa quête de justice fasse souffrir davantage Lucas. Tyler passa la semaine suivante à effectuer une surveillance minutieuse tout en maintenant la fiction qu'il était toujours en Afghanistan. Amanda ignorait totalement qu'il était chez elle, ce qui lui donna l'occasion idéale de documenter son comportement et de monter un dossier solide pour obtenir la garde exclusive. En collaboration avec Marcus et une équipe de détectives privés, Tyler recueillit méthodiquement des preuves. Des caméras cachées capturèrent les violences verbales d'Amanda, sa négligence et son comportement de plus en plus erratique à mesure qu'elle s'enfonçait dans la spirale infernale. Le réseau de manipulation de Brent. Les preuves étaient accablantes. Amanda avait laissé Lucas seul pendant des heures pendant qu'elle rencontrait Brent, avait crié après le garçon pour des infractions mineures et, pire encore, l'avait menacé lorsqu'il avait demandé quand son père rentrerait. Mais Tyler avait besoin de plus que des preuves de maltraitance. Il avait besoin qu'Amanda révèle ses véritables intentions pour révéler l'ampleur de sa trahison, de manière à ôter toute sympathie à un juge aux affaires familiales. L'occasion s'est présentée lorsque Tyler a appris qu'Amanda devait subir une opération chirurgicale avec le Dr Frost. Grâce au contact de Vincent, Tyler a découvert qu'Amanda ne prévoyait pas seulement une chirurgie reconstructive. Elle prévoyait de se réinventer complètement. Nouveau visage, nouveau corps, nouveau papier d'identité que les proches de Vincent l'avaient aidé à obtenir. Amanda prévoyait de disparaître avec Brent, laissant Lucas derrière elle. Tyler a ressenti une sensation de froid et de certitude en lui en apprenant cela. L'amour qu'il avait autrefois éprouvé pour Amanda s'est éteint à cet instant, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux. Une clarté d'esprit absolue. Le piège conçu par Tyler était élégant dans sa simplicité. Grâce à ses relations dans le renseignement militaire, Tyler a créé sous une fausse identité, celle d'un riche entrepreneur de la défense cherchant à relocaliser sa famille dans une petite ville où Brent pourrait démarrer sa nouvelle activité de conseil. Les hommes de Vincent contactèrent Brent par des intermédiaires, lui faisant miroiter un contrat de 2 millions de dollars pour des services marketing. Brent mordit à l'hameçon immédiatement. Sa cupidité, combinée à son arrogance, faisait de lui la cible idéale. En quelques jours, il prévoyait de déménager Amanda et lui-même dans le Montana, où leur nouvelle vie commencerait dès la fin de l'opération d'Amanda. Mais Tyler n'avait aucune intention de les laisser quitter le Colorado. Il utiliserait plutôt leur plan d'évasion pour les dénoncer publiquement et s'assurer qu'ils subissent les conséquences de chacun de leurs crimes. La première phase de la vengeance de Tyler commença un mardi matin, alors que Lucas était sain et sauf à l'école. Tyler, sous sa fausse identité, organisa un rendez-vous avec Brent dans un restaurant chic pour discuter de l'opportunité dans le Montana. À l'insu de Brent, chaque mot serait enregistré et plusieurs hommes de Vincent seraient postés dans le restaurant pour s'assurer que tout se passe bien. Brent arriva pile à l'heure, vêtu d'un costume coûteux que Tyler savait désormais avoir acheté avec l'argent volé aux épouses de militaires. Tyler réprima difficilement sa rage en serrant la main de l'homme qui avait détruit sa famille. « Monsieur Davison », dit Brent sous le faux nom de Tyler. « Je dois dire que votre offre semble trop belle pour être vraie. » Tout vient à point à qui sait se positionner correctement, répondit Tyler en observant le langage corporel de Brent. L'homme était nerveux, mais essayait de dégager de l'assurance. Je crois comprendre que vous avez de l'expérience auprès des familles de militaires. Le sourire de Brent s'estompa légèrement. Une certaine expérience. Oui. C'est un marché spécialisé. En effet. La loyauté est essentielle dans cette communauté. J'imagine que la confiance est primordiale. Absolument. Il faut comprendre leurs vulnérabilités uniques. Tyler sentit sa mâchoire se serrer devant la désinvolture avec laquelle Brent évoquait l'exploitation des familles de militaires, mais il maintint sa couverture. Mes recherches indiquent que vous avez connu un franc succès dans le Colorado. Plusieurs clients satisfaits, m'a-t-on dit, très satisfaits. D'ailleurs, j'aide actuellement une famille à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Le mari a été à l'étranger, et parfois l'absence permet aux gens de comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Quelle chance pour eux d'avoir vos conseils. Tyler a passé 2 heures à recueillir des informations auprès de Brent, découvrant des détails sur son opération qui seraient finalement transmis aux enquêteurs fédéraux. Mais surtout, Tyler a découvert les plans de Brent pour Amanda et son mépris total pour elle. Le bien-être de Lucas. Les enfants ne sont pas vraiment dans l'équation, a dit Brent lorsque Tyler l'a interrogé sur la situation familiale d'Amanda. Amanda a clairement exprimé son désir de prendre un nouveau départ. Avoir des enfants peut être compliqué. Et le père ? Ne s'opposera-t-il pas à ce que son enfant soit relocalisé ?
Le rire de Brent était affreux. Les militaires comme ça, ils sont tous pareils. Ils se prennent pour des héros, mais ce ne sont que des imbéciles qui se battent pour le compte d'autrui pendant que leur vraie vie s'écroule à la maison. Le temps qu'ils comprennent ce qui s'est passé, nous serons partis depuis longtemps. Tyler s'est excusé et est allé aux toilettes où il a passé 5 minutes à contempler son reflet dans le miroir, luttant contre l'envie de retourner à la table et de briser le cou de Brent. Au lieu de cela, il est revenu et a conclu la réunion en promettant de finaliser leur arrangement dans la semaine. Ce soir-là, Tyler a finalement pris contact directement avec Lucas. Il a attendu qu'Amanda quitte la maison. Un autre rendez-vous avec Brent dans un hôtel de l'autre côté de la ville, puis a utilisé sa clé pour entrer chez lui pour la première fois depuis des mois. Lucas était dans sa chambre en train de faire ses devoirs lorsque Tyler est apparu. Le garçon leva les yeux et, l'espace d'un instant, Tyler vit la peur qui était devenue l'expression par défaut de son fils. Puis il comprit et Lucas se jeta dans les bras de Tyler avec un sanglot qui brisa le cœur de son père. « Papa, tu es vraiment là. »« Je suis là, mon pote. Je suis là et je ne te quitterai plus jamais. » Tyler tenait son fils dans ses bras tandis que Lucas pleurait des mois de peur, de solitude et de confusion. Quand les larmes cessèrent enfin, Tyler s'assit sur le lit et regarda son fils droit dans les yeux. « Lucas, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ce qui t'arrive n'est pas de ta faute. Rien de tout ça. Tu comprends ?» Lucas hocha la tête. Mais Tyler pouvait lire le doute sur son jeune visage. « Ta mère est malade, mon pote. Elle n'a pas les idées claires et elle dit et fait des choses qui ne vont pas, mais ça ne veut pas dire que tu as quelque chose qui ne va pas chez toi. Est-ce qu'elle va aller mieux ?» Tyler choisit ses mots avec soin. « Parfois, quand on tombe malade comme ça, il faut s'absenter un moment pour aller chercher de l'aide. Mais tu seras en sécurité. Je te le promets. Tu restes vraiment à la maison maintenant ? Oui. Et je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais peur. » Tyler a passé 1 heure avec Lucas à lire ensemble, à parler de l'école, à essayer de ramener un peu de normalité dans la vie de son fils. Lorsqu'ils ont entendu la voiture d'Amanda dans l'allée, Tyler s'est faufilé par la porte de derrière, mais pas avant d'avoir donné à Lucas la consigne la plus importante de toutes. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur le fait de faire semblant de ne jamais m'avoir vu ? C'est toujours important. Mais si quelqu'un te demande ce qui se passe ici, dis-lui la vérité. Tout au long. Tu peux faire ça ? Oui, monsieur. Bon garçon. Je t'aime, Lucas. Je t'aime aussi, papa. » La phase suivante du plan de Tyler exigeait un timing parfait. L'opération d'Amanda était prévue pour vendredi matin, ce qui signifiait qu'elle serait sous anesthésie et incapable de communiquer pendant plusieurs heures. Durant cette période, Tyler exécuterait l'étape la plus cruciale de sa vengeance, s'assurer qu'Amanda et Brent seraient exactement là où il le voulait lorsque le piège se refermerait. Jeudi soir, Tyler reçut la confirmation de Vincent que tout était en place. Les enquêteurs fédéraux étaient prêts à lancer l'opération de Brent. Les services de protection de l'enfance avaient examiné les preuves contre Amanda et étaient prêts à lui retirer immédiatement la garde de Lucas. L'avocat de Tyler chargé du divorce avait déposé des documents gelant tous les avoirs d'Amanda et l'empêchant de quitter le Colorado. Plus important encore, Tyler avait fait en sorte que sa sœur, Jennifer, vienne chercher Lucas à l'école vendredi après-midi, car elle vivait à Denver et avait déjà été informée de la situation. Lucas serait en sécurité et loin de l'école lorsque les conséquences des choix de sa mère la rattraperaient enfin. Le vendredi matin arriva gris et froid, tout comme le jour filmé par Dal quelques mois plus tôt. Tyler se posta en face du bureau du Dr Frost, observant Amanda entrer dans le bâtiment pour ce qu'elle croyait être la dernière étape de son plan d'évasion. Elle ignorait totalement que Tyler avait passé la nuit à détruire systématiquement tous les aspects de la nouvelle vie qu'elle essayait de construire avec Brent. Son opération se déroulerait comme prévu, mais elle se réveillerait dans un monde bien différent de celui qu'elle avait imaginé. Le téléphone de Tyler vibra. Un message de Vincent lui parvint. « Les agents fédéraux s'en prennent à votre fils Brent dans 10 minutes. Vous êtes sûr de ne pas vouloir être là pour regarder ?» rétorqua Tyler. « J'aurai de meilleures places pour le clou du spectacle. » Le clou du spectacle serait le réveil d'Amanda lorsqu'elle découvrirait que son amant était en détention fédérale. Sa mère était confrontée à ses propres conséquences et son fils était hors de sa portée pour toujours. Mais avant cela, Tyler avait encore une étape à franchir. Patricia Hendricks était sur le point d'apprendre que certains péchés exigent un paiement immédiat. Et Tyler Clove était un excellent agent de recouvrement. Chapitre 4.
Le clou du spectacle de la belle-mère. Patricia Hendricks vivait dans une modeste maison de ranch à 20 minutes du quartier de Tyler, dans un lotissement peuplé de retraités et de familles dont les enfants ont quitté le foyer. Tyler avait toujours trouvé sa maison prétentieuse. Tout était conçu pour projeter une image de classe moyenne aisée et respectable, dont il savait maintenant qu'elle était bâtie sur des dettes de jeu et une faillite morale. Tyler se gara de l'autre côté de la rue et observa la maison pendant 30 minutes avant d'agir. La routine de Patricia était prévisible. Un café matinal sur le porche en lisant le journal, suivi de sa course quotidienne à l'épicerie. Aujourd'hui, ce serait différent. À 9h47 précise, Tyler frappa à la porte de Patricia. Lorsqu'elle ouvrit, son visage oscilla entre surprise, confusion, puis finalement peur lorsqu'elle comprit ce que signifiait la présence de Tyler. « Tyler, je pensais que tu étais encore en Afghanistan. » Intéressante hypothèse, Patricia. Presque comme si tu avais des raisons d'espérer que je reste loin. La main de Patricia se dirigea vers son téléphone, mais Tyler s'avança avec l'assurance mesurée d'un homme qui a défoncé des portes dans 3 pays différents. « Je ne ferai pas ça à ta place. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, et je détesterais que notre conversation soit interrompue. » Tyler n'avait aucune intention de s'en prendre physiquement à une femme de 67 ans, mais Patricia l'ignorait. Sa peur était un outil, et Tyler avait appris depuis longtemps que la pression psychologique était souvent plus efficace que la force physique. « Que voulez-vous ? » La voix de Patricia était tremblante, incertaine. « Je veux comprendre comment une grand-mère a pu regarder sa fille maltraiter un enfant de 9 ans et l'encourager. Je veux savoir comment quelqu'un qui est censé aimer sa famille a pu offrir un verre à sa fille et lui dire qu'elle faisait ce qu'il fallait alors que son petit-fils se tenait pieds nus dans la neige. » Le visage de Patricia est devenu blanc. Elle n'était pas au courant de la vidéo. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Tyler a sorti son téléphone et a lancé la vidéo. Patricia a regardé, horrifiée, sa propre voix résonner dans les haut-parleurs. « On fait ce qu'il faut, ma chérie. Le garçon doit apprendre les conséquences. » Patricia a eu du mal à trouver les mots. C'est sorti de son contexte. Vous ne comprenez pas la situation. Alors expliquez-moi. Expliquez-moi comment regarder un enfant se faire maltraiter est toujours la bonne chose à faire. Patricia s'affala sur une chaise, son sang-froid se brisant. Lucas a été difficile ces derniers temps, il a fait des bêtises, défiant Amanda. Elle a subi tellement de stress depuis ton absence, essayant de tout gérer seule. Difficile comment ? Quel crime terrible mon fils de 9 ans a-t-il commis pour justifier de le traîner pieds nus dans la neige ? Il a renversé du jus sur des papiers importants. Un homme avait travaillé toute la journée et Lucas était négligent, n'écoutant pas. Tyler sentit son contrôle lui échapper, mais parvint à garder une voix calme. Alors, pour avoir renversé du jus, mon fils méritait d'être insulté et forcé à rester debout dans un froid glacial jusqu'à ce que ses pieds soient à vif. Ce n'était pas comme ça. Amanda était juste en colère. Ça arrive. Ça arrive. Patricia, j'ai vu des combattants ennemis faire preuve de plus de clémence envers leurs prisonniers que votre fille envers mon fils. Tyler s'est rapproché et Patricia s'est recroquevillée sur sa chaise. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Voyez-vous, je suis au courant de votre problème de jeu. Je sais pour les 43 000 $ que tu dois à des gens très dangereux à Las Vegas. Je sais que Brent a effectué tes paiements. Patricia a écarquillé les yeux. Comment ? Je sais beaucoup de choses, Patricia. Je sais que tu as encouragé la relation d'Amanda avec Brent parce que ça t'a épargné tes créanciers. Je sais que tu les as aidés à planifier leur fuite dans le Montana. Et je sais que tu étais parfaitement prête à les laisser abandonner Lucas pour protéger ta peau. Ce n'est pas vrai. J'aime ce garçon. De l'amour. La voix de Tyler était d'un calme mortel. Tu appelles de l'amour ce que j'ai vu dans cette vidéo. Tu étais là, un verre à la main, à regarder mon fils souffrir, puis tu as dit à son agresseur qu'elle faisait ce qu'il fallait. Ce n'est pas de l'amour, Patricia. C'est du mal. Tyler a sorti un dossier et l'a déposé sur la table basse devant elle. Voici des copies de tes relevés financiers, de tes communications avec Brent et des déclarations de témoins qui t'ont vu encourager le comportement d'Amanda. Demain matin, les services de protection de l'enfance recevront un rapport complet détaillant votre rôle dans les abus sur votre petit-fils. Patricia feuilleta les papiers, son visage pâlissant à chaque page. Tyler, s'il vous plaît. J'ai fait des erreurs, mais j'essayais d'aider un homme à surmonter les abus. En torturant un enfant.
Ce n'était pas de la torture. Vous dramatisez. Tyler sortit de nouveau son téléphone et appela un numéro. Au bout d'un moment, une voix bourrue répondit. Inspecteur Morrison. Dal. C'est Tyler. Pourriez-vous venir chez Patricia Hendrick? Je pense qu'elle aimerait entendre votre point de vue sur ce que nous avons vu cette nuit-là. Patricia parut perplexe jusqu'à ce que Tyler lui explique. Patricia, voici Dal Morrison. C'est l'inspecteur de police à la retraite qui habite à côté de chez moi. C'est lui qui a filmé votre fille en train d'abuser de mon fils. C'est aussi lui qui témoignera de ce dont il a été témoin. 20 minutes plus tard, Dal arriva et confirma chaque détail de ce qu'ils avaient observé. Il avait également apporté des images supplémentaires. Apparemment, la nuit que Tyler avait vue n'était pas la première fois qu'Amanda a traîné Lucas à l'extérieur comme punition. J'ai des enregistrements de ses cris sur ce garçon en remontant 6 semaines. Dal a déclaré que son dégoût évident audio uniquement mais suffisamment pour documenter un modèle d'abus. Et chaque fois que cette femme était dans la maison. Jamais une seule fois, elle n'a pas intervenir ou essayé de protéger l'enfant. Patricia pleurait maintenant, mais Tyler n'a ressenti aucune sympathie. Son fils avait également pleuré et personne ne l'avait réconforté. Voici ce. Qui va se passer, Patricia? Ces dettes de jeu qui vous inquiètent, elles sont sur le point de devenir le moindre de vos problèmes. J'ai organisé que les créanciers de Las Vegas soient entièrement remboursés ce matin. Patricia a levé les yeux dans la confusion et l'espoir. Ne vous excitez pas. Je ne les ai pas payés pour vous aider. Je les ai payés pour qu'ils n'auraient plus de raison de s'intéresser à vous. Vous voyez, je devais supprimer toute incitation financière qu'ils pourraient avoir pour vous protéger. Le sourire de Tyler était froid comme l'hiver. Je me suis également assuré que certaines personnes de Las Vegas savent exactement pourquoi ces dettes ont été remboursées. Il s'avère que certains de ces propriétaires de casinos ont leurs propres petits-enfants. Ils ont des sentiments très forts à l'égard des gens qui blessent les enfants. Le visage de Patricia est devenu blanc alors qu'elle comprenait l'implication. Tyler, tu ne peux pas. Je peux et je l'ai. Mais ne vous inquiétez pas, Patricia. Je ne suis pas un monstre comme toi et ta fille. Je vous donne le choix. Tyler se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant hors du quartier où Patricia avait vécu paisiblement pendant 15 ans tout en hébergeant une telle obscurité dans son cœur. Choix 1, vous signez une confession complète détaillant votre rôle en permettant à Amanda l'abus de Lucas. Vous témoignez contre elle devant le tribunal de la famille et les procédures pénales. Vous faites une déclaration publique reconnaissant ce que vous avez fait et demandant le pardon de la communauté. Et le choix 2, Tyler se retourna pour lui faire face et Patricia a vu quelque chose dans ses yeux qui a fait geler son sang. Le choix 2 est que vous faites face aux conséquences de vos actions sans aucune protection de moi. Les gens de Las Vegas que j'ai mentionnés, ils sont très créatifs quand ils sentent que quelqu'un a trahi l'ordre naturel des choses. La maltraitance des enfants bouleverse l'ordre naturel. Patricia, tu me menaces. Je vous offre une chance de faire la bonne chose. Enfin, après des mois à faire la mauvaise chose, Patricia était assise en silence pendant plusieurs minutes, le poids de ses choix qui s'appuyait sur elle. Enfin, elle a parlé d'une voix brisée. Si j'avoue, si je témoigne contre Amanda, que m'arrive-t-il? Vous serez confronté à des conséquences juridiques pour votre rôle dans les abus. Probablement en probation, peut-être une peine de prison, définitivement un service communautaire. Vous perdrez votre position dans la communauté. Les gens sauront quel genre de personne vous êtes vraiment. Tyler fit une pause, laissant cela pénétrer. Mais vous serez vivant. Et peut-être que si vous passez le reste de votre vie à essayer de faire amende honorable, vous pourriez trouver une paix. Et si je ne le fais pas, alors vous découvrirez que la protection des abuseurs d'enfants est un passe-temps très dangereux. Surtout lorsque le père de l'enfant a les ressources et la motivation pour rendre la vie extrêmement désagréable pour ceux qui ont blessé sa famille. Patricia a compris qu'elle était piégée. Ses propres choix l'avaient conduit à ce moment. Et maintenant, elle a fait face aux conséquences de la perloire du mal tout en protégeant ses propres intérêts. Je vais signer une confessée complète. Tyler avait passé beaucoup de temps à rechercher le médecin et ce qu'il avait trouvé était profondément dérangeant. Partenaires qui ont promis de payer des chirurgies coûteuses. Amanda devait sortir de l'anesthésie à 14h15. Tyler prévoyait d'être là quand elle l'a fait, mais il avait d'abord des affaires avec le Dr Frost lui-même. Tyler est arrivé au cabinet médical à 13h30.
portant un costume parfaitement sur mesure et portant une mallette qu'il a identifiée comme Jonathan Mitchell, journaliste d'investigation pour le Denver Post. Les habitants de Vincent avaient créé l'identité spécifiquement pour cette réunion, avec des cartes de visite, des informations d'identification de presse et un faux portefeuille d'articles d'investigation sur la faute médicale. La réceptionniste était initialement réticente à interrompre le calendrier du Dr Frost. Mais lorsque Tyler a mentionné qu'il enquêtait sur des procédures cosmétiques contraires à l'éthique effectuées sans consentement approprié pour les patients, elle l'a rapidement introduit dans le bureau privé de Frost. Le Dr Frost était un homme mince et nerveux dans la cinquantaine avec le genre de sourire de pratique qui n'a jamais atteint ses yeux. Tyler l'a reconnu immédiatement à partir des photos de surveillance. C'était l'homme qui avait prévu d'aider Amanda à effacer toutes les preuves physiques de la naissance de Lucas. Monsieur Mitchell, je dois dire que c'est très inhabituel. Je ne sais pas quel type d'enquête vous pensez que vous effectuez, mais je peux vous assurer que ma pratique fonctionne aux normes éthiques les plus élevées. Tyler a ouvert sa mallette et a sorti un dossier épais. Dr Frost, j'étudie un modèle de chirurgie cosmétique effectué sur des femmes qui semblent être sous contrainte psychologique. Les femmes dont les procédures sont payées par des hommes qui ne sont pas leurs maris. Le sourire de Gel a échoué. Je ne sais pas ce que vous impliquez. Je n'implique rien, docteur. Je déclare des faits. Tyler a retiré le dossier d'Amanda, que le peuple de Vincent avait obtenu par des moyens légaux. Amanda Kosoff, chirurgie reconstructive étendue conçue pour restaurer la condition pré-regroupement. Procédure payée en espèces par quelqu'un du nom de Brent Koslow, qui n'est pas son mari. La confidentialité des patients m'empêche de discuter. La confidentialité des patients ne vous protège pas lorsque vous permettez l'abandon des enfants. La voix du docteur Tyler est allée dure. Vous voyez, Amanda Kosloff prévoit d'utiliser votre chirurgie dans le cadre d'un plan pour abandonner son fils de 9 ans et disparaître avec son amant. Le gel s'est levé agité. Je ne sais rien à ce sujet. Je fournis des services médicaux, rien de plus. Vraiment? Parce que j'ai des enregistrements de consultation où vous avez spécifiquement discuté de la façon dont la chirurgie aiderait Amanda à recommencer et à quitter le passé. Langue curieuse pour une procédure médicale de routine. Tyler a joué un enregistrement audio sur son téléphone. La voix de Frost était clairement audible, discutant de la façon dont la chirurgie aiderait Amanda à devenir la femme qu'elle était censée être et comment parfois nous devons laisser certains chapitres de notre vie derrière pour trouver le bonheur. Le visage de Frost est devenu blanc alors qu'il entendait ses propres mots lui jouer. Où avez-vous obtenu cela? Je vous ai dit, docteur, je suis journaliste d'investigation. C'est incroyable ce que les gens diront quand ils pensent qu'ils sont en sécurité. Tyler se pencha en avant. Mais voici la partie vraiment intéressante. Je connais également vos autres patients. Melissa Crawford, dont le mari a été déployé en Irak lorsque vous avez effectué une intervention chirurgicale qu'elle n'a jamais demandée. Jennifer Walsh, qui est venue vers vous pour une consultation et a laissé avec des procédures qu'elle ne pouvait pas se permettre, payées par un homme qui l'avait manipulée en ligne. Tyler a retiré plus de fichiers, chacun documentant des cas où le Dr Frost avait effectué des chirurgies sur les femmes qui semblent être sous manipulation psychologique. Je pense qu'il y a un modèle ici, docteur. Un motif très laid. Le Dr Frost est venu dans sa chaise, son comportement confiant se fissurant. Vous ne comprenez pas. Ces femmes sont venues me demander de l'aide. J'ai fourni des services médicaux. Aide? Où avez-vous fourni un moyen aux prédateurs d'effacer les preuves de la vie antérieure de leurs victimes? Avez-vous fourni un moyen aux femmes d'abandonner leurs enfants et de disparaître? Je n'ai jamais demandé ce qu'ils prévoyaient de faire après la chirurgie. Vous n'avez pas demandé parce que vous ne vouliez pas savoir. Parce que la connaissance vous aurait rendu complice de quelque chose, même vous ne pouviez pas rationaliser. Tyler se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le parking. La voiture d'Amanda s'arrête pour son rendez-vous de suivi de post-chirurgie. Dr Frost, je veux que vous sachiez que le mari d'Amanda Clough est le maître-sergent Tyler Clough, actuellement en congé d'urgence d'Afghanistan. Il est un opérateur des forces spéciales décoré qui a passé les 20 dernières années à défendre ce pays. Tyler se retourna pour faire face au médecin. Il n'a aucune idée que sa femme prévoyait d'abandonner leur fils et de disparaître, mais il est sur le point de le découvrir parce que je vais lui dire et ensuite je vais lui demander ce qu'il pense arriver aux personnes qui ont aidé sa femme à planifier son enfant. Frost transpirait maintenant. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous appeliez Amanda Clough et lui disant que son opération a échoué. Dites-lui qu'il y a eu des complications,
que vous devez la garder sous observation pendant plusieurs heures. Je ne peux pas faire ça. Ce serait mentir à un patient. La docteure Amanda Clough prévoit d'utiliser votre chirurgie pour abandonner son fils de 9 ans. Elle prévoit de disparaître et de laisser cet enfant se demandant pourquoi sa mère a cessé de l'aimer. Si vous pensez que mentir pour lui est pire que d'autoriser l'abandon de l'enfant, alors vous êtes un être humain encore plus méprisable que je ne le pensais. Tyler a sorti son téléphone et a montré à Frost la vidéo d'Amanda abusant de Lucas. Le médecin a regardé dans silence horrifié alors qu'Amanda traînait son fils pieds nus dans la neige. C'est la femme que vous avez aidée, docteur. C'est la mère qui était si désireuse de recommencer à fraîche qu'elle était prête à torturer son propre enfant. Frost regarda la vidéo, son visage pâle et malade. Je ne savais pas. Vous ne vouliez pas savoir. Mais maintenant vous le faites, et vous avez le choix. Vous pouvez continuer à permettre la maltraitance des enfants, ou vous pouvez faire la bonne chose. Le docteur Frost a atteint son téléphone avec une main tremblante. Que voulez-vous exactement que je lui dise? Dites-lui la vérité. Dites-lui que son opération a été conçue pour l'aider à abandonner son fils et que vous ne pouvez plus en faire partie. Dites-lui que la police est en route pour l'arrêter pour maltraitance d'enfants. Sont-ils? Tyler sourit sinistre. Ils seront juste après avoir passé cet appel. 20 minutes plus tard, Tyler s'est assis dans sa voiture dans le parking du complexe médical, regardant 2 policiers de Colorado Springs escorter une Amanda bandée et confuse du bureau du Dr Frost à une voiture de patrouille en attente. Ces charges incluraient l'enfant abus, mise en danger des enfants et complot en vue de commettre un enlèvement. Mais Tyler n'avait pas encore fini. L'arrestation d'Amanda n'était que le début. Il devait encore affronter Brent Coslow, l'homme qui avait orchestré tout ce cauchemar. Et contrairement à Amanda et à sa mère, Brent ne recevrait aucune pitié, aucune chance de rédemption. Certains péchés étaient impardonnables et Tyler Coslow n'a jamais oublié la mort. Chapitre 6. La chute de l'amant. L'arrestation de Brent Coslow par les agents fédéraux avait été rapide et professionnelle. Son opération sophistiquée de pêche au chat, qui avait ciblé des dizaines d'épouses militaires dans plusieurs États, était désormais des preuves dans une enquête fédérale qui entraînerait probablement une peine de 20 ans de prison. Mais Tyler n'était pas satisfait de laisser le système judiciaire gérer Brett. La prison fédérale était propre, sûre, prévisible. Tyler voulait quelque chose de plus personnel, plus approprié pour un homme qui avait détruit les familles et manipulé les femmes vulnérables. L'équipe de Vincent avait fait un travail exceptionnel dans les heures après l'arrestation de Brent. Ils avaient systématiquement démantelé tous les aspects de sa vie. Ses comptes bancaires étaient gelés, son bail d'appartement a été résilié et ses biens coûteux étaient déjà vendus pour payer une restitution à ses victimes. Mais la vengeance de Tyler est allée plus loin que la ruine financière. Il avait passé des semaines à étudier la psychologie de Brent, comprenant ses faiblesses, ses peurs, son besoin désespéré d'être considéré comme un succès et important. Le plan de Tyler supprimerait tout ce que Brent a apprécié sur lui-même et ne lui laisserait que la vérité de ce qu'il était vraiment, un prédateur pathétique qui a ciblé les familles des soldats déployés. Brent était détenu dans le centre de détention du comté de Jefferson en attendant son audience fédérale. Tyler a utilisé ses relations militaires pour organiser une visite, se présentant comme un enquêteur fédéral, à la suite de l'affaire. Lorsque Brent a été amené dans la salle d'interview, Tyler l'a à peine reconnu. Fini la confiance, les vêtements chers, le sourire prédateur. Brent ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme effrayé qui avait finalement été pris. Monsieur Coslow, je suis l'agent spécial d'Avison avec des enquêtes criminelles militaires. Tyler a utilisé la même fausse identité qu'il avait employée lors de sa rencontre avec Brent au restaurant. J'ai besoin de vous poser des questions sur votre opération et spécifiquement sur Amanda Clough. Brent se déplaça nerveusement sur sa chaise. J'ai déjà parlé au FBI. Je ne dis rien d'autre sans mon avocat. C'est votre droit, bien sûr, mais je pensais que vous pourriez être intéressé de savoir qu'Amanda a été arrêtée pour abus d'enfant. Apparemment, elle a été prise en vidéo en torturant son fils de 9 ans. Tyler regarda attentivement le visage de Brent. Il cherchait un signe de remords, toute indication que Brent se sentait responsable de ce qui était arrivé à Lucas. Au lieu de cela, il n'a vu que le calculer. L'intérêt personnel. Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne lui ai jamais dit de blesser l'enfant. Mais tu le savais, n'est-ce pas? Vous étiez dans la maison quand c'est arrivé. Les yeux de Brent se sont éloignés de la pièce, à la recherche de routes d'évasion qui n'existaient pas. Parfois,
Amanda était frustrée par le garçon. Les enfants peuvent être difficiles. Assez difficile de justifier le traîner pieds nus dans la neige glaciale. Je n'ai été impliqué dans rien de tout cela. Quoi que Amanda ait fait à son enfant, c'est sur elle Tyler sentit son sang-froid glisser légèrement. Même face à des accusations fédérales, même en sachant que sa vie a été ruinée, Brent a toujours refusé de prendre toute responsabilité pour la souffrance qu'il avait causée. Monsieur Koslow, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Tyler a sorti son téléphone et a joué l'enregistrement audio de leur réunion de restaurant. La voix de Brent a rempli la pièce. Les enfants ne faisant pas vraiment partie de l'équation. Amanda a précisé qu'elle voulait un nouveau départ. Les enfants peuvent être compliqués. Elle a fait des fins que vous avez manifesté une femme vulnérable, l'isolement de son propre système de soutien, et vous pouvez également faire l'objet d'un ego pathétique. L'homme qui a passé sa vie adulte à protéger les familles comme les siennes des prédateurs comme vous. Immédiatement par la peur. Tu es l'homme dont tu as détruit la famille. Je suis le père de l'enfant que vous avez aidé à torturer et je suis ici pour vous assurer de comprendre toute la portée de ce que vous avez fait. Brent a essayé de se tenir debout, mais Tyler reste assis, rayonnant le genre de menace calme qui venait d'années de contrôle de la vie et de la mort. Asseyez-vous, Brent. Nous n'avons pas fini de parler. Je veux mon avocat. Je ne dis rien d'autre. Vous n'avez rien à dire. Vous avez juste besoin d'écouter. Tyler a sorti une tablette et a ouvert un fichier vidéo. Ce sont des images de votre appartement enregistrées au cours des 6 dernières semaines. Les gens de Vincent ont été très approfondis. La vidéo a montré Brent dans son appartement avec Amanda planifiant leur évasion au Montana. Mais cela a également montré autre chose. Le mépris occasionnel de Brent pour le bien-être de Lucas, son rire quand Amanda a décrit punir le garçon, ses encouragements lorsqu'elle a parlé de laisser Lucas derrière. Vous voyez, Brent, j'avais besoin de comprendre qui vous étiez vraiment avant de décider quoi faire de vous. J'ai besoin de savoir s'il y en avait des sens laissés en vous. Des remords pour ce que vous avez fait? Tyler a fait une pause sur une vidéo sur un cadre montrant Brent en riant tandis qu'Amanda a décrit Lucas qui pleurait lors d'une de ses séances de punition. Il n'y en a pas. Tyler range la tablette et regarda directement dans les yeux de Brent. Alors maintenant, vous allez apprendre ce qui se passe lorsque vous blessez la famille de quelqu'un comme moi. Tu ne peux pas me menacer. Il y a des caméras de garde. Je ne te menace pas, Brent. J'explique votre nouvelle réalité. Le sourire de Tyler était plus froid qu'un matin de janvier. La prison fédérale va être très éducative pour vous. Vous voyez, la plupart des hommes ont leurs propres enfants. Ils ont des sentiments très forts à l'égard des gens qui blessent les enfants. Je n'ai jamais touché le garçon. Non, mais vous avez permis ces abus. Vous l'avez encouragé. Vous prévoyez d'en profiter. Cela vous rend coupable de manière plus importante que les technicités légales. Tyler se leva et se dirigea vers la petite fenêtre de la salle d'interview. Je me suis assuré que chaque détenu dans n'importe quelle installation fédérale à laquelle vous êtes envoyé saura exactement ce que vous avez fait. Ils sauront vous êtes l'homme qui a manipulé la femme d'un soldat pour abandonner son enfant. Ils sauront que vous avez ri pendant que cet enfant souffrait. La respiration de Brent devenait rapide et peu profonde. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est une condamnation à mort. Peut-être. Ou peut-être que vous passerez simplement les 20 prochaines années à apprendre ce que ça fait d'être impuissant et effrayé. Peut-être que vous découvrirez une fraction de ce que mon fils ressentait chaque jour pendant que vous détruisiez sa famille. Tyler retourna à son siège et se pencha en avant. Mais voici la partie vraiment magnifique, Brent. Même si vous survivez à la prison, même si vous parcourez votre phrase, votre vie est toujours terminée. Je me suis assuré que tout le monde dans votre ville natale sait ce que vous avez fait. Vos parents, vos frères et sœurs, votre vieil ami de l'université. Ils ont tous reçu des forfaits contenant des preuves de vos crimes. Le visage de Brent s'est frappé en réalisant toute la portée de sa destruction. J'ai également organisé que certaines informations soient partagées avec les familles de votre victime. Tu te souviens d'eux, n'est-ce pas? Les autres femmes militaires vous manipulez et chantant, leurs maris sont très intéressés à vous rencontrer lorsque vous sortez de prison. Tyler se leva et redressa sa veste. Vous voyez, Brent, lorsque vous avez décidé de cibler les familles des militaires, vous avez fait une erreur de calcul fondamentale. Vous pensiez que nous étions des proies faibles, distraites et faciles. Vous avez oublié que nous sommes formés pour protéger ce que nous aimons et détruire ce qui le menace. Tyler se dirigea vers la porte,
puis se retourna une dernière fois. Mon fils grandira en sécurité et aimé, entouré de gens qui mourraient pour le protéger. Vos victimes guériront et continueront leur vie. Mais vous passerez chaque jour restant de votre existence à payer pour ce que vous avez fait. Et vous n'oublierez jamais le nom de Tyler Clough. Alors que Tyler quittait le centre de détention, il ressentait un poids de soulèvement de ses épaules. Le sort de Brent a été scellé. Il affronterait à la fois le système judiciaire et le juge plus rude des hommes qui comprenait la nature sacrée de la famille. Mais le travail de Tyler n'était pas encore terminé. Il devait encore reconstruire sa relation avec Lucas pour aider son fils à guérir le traumatisme infligé par des gens qui auraient dû le protéger. Ce serait la bataille la plus difficile de tous et la victoire la plus importante. Chapitre 7. Reclaiming son fils. La sœur de Tyler, Jennifer, avait fait exactement ce qu'il avait demandé. Quand il est arrivé à sa maison de Denver, Lucas était en sécurité, propre et pour la première fois depuis des mois, vraiment souriant. Jennifer avait toujours été la tante préférée de Lucas, et sa maison chaleureuse et stable était exactement ce dont le garçon avait besoin pendant que son monde était reconstruit autour de lui. Mais Tyler pouvait voir les dégâts dans les yeux de son fils. Une lassitude qui n'avait pas été là avant son déploiement, une façon de tressaillir à des mouvements soudains ou à des voix bruyantes. Le garçon que Tyler avait quitté il y a 9 mois avait été confiant et sortant. Le fils qu'il récupérait était calme, prudent, peur de prendre trop de place ou à demander trop d'attention. « Comment ça va ?» Tyler a demandé à Jennifer en privé tandis que Lucas jouait avec ses cousins dans la cour. Mieux chaque jour, mais toujours fragile. Il pose constamment sur Amanda. Il est confus pourquoi sa mère ne vient pas le voir, et il est terrifié que vous allez repartir. Tyler a regardé son fils par la fenêtre, notant comment Lucas continuait de regarder la maison, s'assurant que Tyler était toujours là. Qu'avez-vous dit à propos d'Amanda ? La vérité. Vieillir de manière appropriée. Que sa mère est malade et a fait certaines choses qui le blessaient et qu'elle doit s'améliorer avant qu'elle ne puisse le revoir. Je ne lui ai pas dit qu'elle pourrait ne jamais s'améliorer. Tyler hocha la tête. Lucas méritait l'honnêteté, mais il n'avait encore que 9 ans. Certaines vérités devraient attendre qu'il soit plus âgé et plus fort. Dans une situation juridique, l'expression de Jennifer s'assombrit. Tyler, le procureur veut utiliser Lucas comme témoin dans le procès pénal d'Amanda. Ils ont besoin de son témoignage pour prouver le schéma d'abus. Tyler sentit sa mâchoire serrée. Non, absolument pas. Mon fils a réussi assez sans avoir à témoigner contre sa mère devant le tribunal. Le DA dit qu'il pourrait être nécessaire pour une condamnation. Ensuite, ils devront trouver un autre moyen. Je ne mettrai pas Lucas à travers ce traumatisme. Le téléphone de Tyler bourdonnait d'un message de son avocat. Audience du tribunal de la famille prévue lundi. Audience de garde complète. L'avocat d'Amanda demande des droits de visite supervisés. Tyler a montré le message à Jennifer, qui secoua la tête de dégoût. Après ce qu'elle lui a fait, son avocat affirme qu'elle était sous l'influence de Brent, qu'elle n'est pas pleinement responsable de ses actions. Ils prétendent qu'elle mérite une chance de rachat. Tyler regarda son fils, qui riait enfin alors qu'il jouait avec ses cousins. Lucas méritait mieux que de devoir se soucier du moment où son agresseur pourrait retourner sa vie. Ce soir-là, Tyler s'est assis avec Lucas sur le porche arrière de Jennifer, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes rocheuses dans des tons d'or et de violet. C'était la première fois qu'ils étaient seuls ensemble depuis la visite clandestine de Tyler dans la chambre de Lucas des semaines plus tôt. « Papa. » La voix de Lucas était petite, incertaine. « Oui, mon pote. Restez-vous vraiment à la maison maintenant ? Pour le vrai cette fois ?» Tyler se tourna pour regarder son fils, voyant l'espoir désespéré et la peur persistante dans les yeux du garçon. « Oui, Lucas. Je suis fait avec les déploiements. Je vais être ici tous les jours à partir de maintenant. Mais que se passe-t-il si l'armée a besoin de vous ? L'armée a suffisamment de soldats. Tu n'as qu'un, papa. » Tyler a mis son bras autour de Lucas, sentant que le garçon se détendre légèrement contre son côté. « Je suis désolé de ne pas être là quand tu avais besoin de moi le plus. Ce n'était pas de ta faute. Vous combattiez les méchants. Parfois, les pires méchants sont ceux en qui nous avons le plus confiance. » Tyler a soigneusement choisi ses paroles. « Lucas, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que votre mère vous a fait n'était pas de votre faute. Rien de tout cela. Pas les cris, pas la punition,
pas les choses qu'elle a dites. Vous n'avez rien fait de mal. Lucas était silencieux pendant un long moment. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, elle a dit, j'ai ruiné sa vie. Tyler sentit son cœur se briser à nouveau. Oh, mon pote, non. Tu n'as rien gâché. Tu es la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Vous êtes intelligent, gentil et courageux, et je suis fier d'être votre père tous les jours. Mais maman a dit, votre mère était malade quand elle a dit ces choses. Parfois, quand les gens sont malades, ils disent des choses qu'ils ne signifient pas, des choses qui ne sont pas vraies. Tyler s'arrêta, aux prises avec la vérité qu'un enfant de 9 ans pouvait gérer. Et parfois les gens qui sont censés nous protéger ne font pas un très bon travail. De la peur et de la douleur. Lucas, ta mère a fait des choses qui avaient très tort. Elle vous a blessé, et ce n'est pas bien. Donc, elle va devoir partir pendant un certain temps et obtenir de l'aide. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mon pote. Peut-être très long. Lucas a absorbé cela dans la façon dont les enfants font, en acceptant des informations qu'ils ne comprennent pas pleinement parce que l'adulte en qui ils ont confiance lui explique. Voulez-vous avoir des ennuis pour m'éloigner d'elle? Non, fils. C'est mon travail de vous protéger. C'est ce que font les pères. Au cours des jours suivants, Tyler a commencé le processus délicat de reconstruction de sa relation avec son fils tout en préparant les batailles légales à venir. L'avocate d'Amanda se disputait en effet pour des visites supervisées, affirmant qu'elle avait été manipulée par Brent et méritait une chance de faire amende honorable. La réponse de Tyler a été sans compromis. Dans sa déclaration au tribunal de la famille, il a écrit « Mon fils a déjà suffisamment souffert aux mains de sa mère. Elle a fait des choix conscients pour le maltraiter, pour prioriser sa relation avec son amant sur le bien-être de son enfant et un plan pour l'abandonner entièrement. Ce n'étaient pas des tours momentanés dans le jugement, mais un modèle soutenu de maltraitance des enfants qui a duré des mois. Je ne permettrai pas à mon fils d'être traumatisé par un contact forcé avec son agresseur, quelle que soit la rééducation revendiquée. » L'audience était prévue pour le lundi suivant. Tyler prévoyait d'être prêt avec des preuves qui empêcheraient un juge d'accorder l'accès à Amanda à Lucas, mais il savait également que les tribunaux de famille favorisaient souvent la réunification, même dans les cas où ce n'était pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. Dimanche soir, alors que Tyler a caché Lucas dans un lit dans la chambre d'amis chez Jennifer, son fils a posé la question que Tyler s'attendait. « Papa, tu penses que maman m'a vraiment aimé ?» Tyler était assis sur le bord du lit, regardant dans les yeux de son fils. Les yeux qui ressemblent tellement à la sienne mais qui ont porté la douleur qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. « Je pense que ta mère a adoré l'idée de toi, Lucas. Mais l'amour n'est pas seulement un sentiment. L'amour est l'action. L'amour est une protection. L'amour met les besoins de votre enfant avant votre propre désir. Et votre mère a oublié comment faire ces choses. Pensez-vous qu'elle se souviendra? » Tyler s'arrêta, pesant l'honnêteté contre l'espoir. « Je ne sais pas, mon pote. Peut-être un jour. Mais même si elle le fait, cela ne change pas ce qui s'est passé. Et cela ne signifie pas que vous devez lui pardonner ou lui faire confiance à nouveau. Est-ce que ça va si je ne veux pas la voir? C'est absolument bien. Vous pouvez décider qui vous voulez dans votre vie. C'est votre choix et je soutiendrai tout ce que vous décidez. » Lucas semblait se détendre à ce sujet comme s'il avait été autorisé à ressentir ce qu'il ressentait depuis le début. « Papa, je t'aime. Je t'aime aussi, fils. Plus que toutes les étoiles du ciel. » Alors que Tyler éteint la lumière et se dirigeait vers sa propre pièce, il sentit une résolution se déposer dans sa poitrine comme une armure. Demain, il affronterait Amanda au tribunal pour la première fois depuis son retour. Elle essaierait de se représenter comme une victime pour prétendre qu'elle méritait une autre chance. Tyler s'assurerait que le juge comprenait que certaines chances une fois gaspillées ne sont plus jamais offertes et que certains dégâts une fois causés ne peuvent jamais être annulés. Lucas méritait mieux qu'une mère qui devait être ordonnée par le tribunal pour l'aimer. Il méritait une vie sans peur que la personne qui était censée le protéger puisse le blesser à nouveau. Tyler s'assurerait qu'il a eu exactement cela. Chapitre 8, le jugement final. Le palais de justice de la famille du comté de Jefferson était un bâtiment moderne de verre et d'acier qui a réussi à se sentir à la fois imposant et stérile. Tyler est arrivé 30 minutes plus tôt avec son uniforme de robe à chaque ruban et en métal gagné en 20 ans de service. Le symbolisme était délibéré. Il voulait que tout le monde dans cette salle d'audience puisse voir exactement qui ils avaient affaire. Son avocat, Tom Bradford,
l'a rencontré dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 3. Tom était un ancien rangé de l'armée qui avait quitté le service militaire pour se spécialiser dans le droit de la famille, en particulier les affaires impliquant des familles de militaires. Il a compris les défis uniques auxquels les soldats ont été confrontés et les prédateurs qui ont ciblé leur famille. « Comment tu te tiens ?» demanda Tom. « Je suis prêt. Est-ce que Lucas est en sécurité chez Jennifer ? J'ai pris des dispositions pour que le tribunal examine son témoignage vidéo au lieu de l'obliger à comparaître en personne. Aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir à faire face à son agresseur devant le tribunal. » Tyler hocha la tête, reconnaissant. Protéger Lucas contre les traumatismes supplémentaires était plus important que toute victoire légale. Quelle est la stratégie d'Amanda ? L'expression de Tom s'assombrit. Son avocat affirme qu'elle a été manipulée psychologiquement par Brent Coslow. Ils affirment qu'elle a été un lavage de cerveau essentiellement abusé de Lucas et qu'elle mérite des visites supervisées pour reconstruire sa relation avec son fils et ses accusations criminelles. Elle plaide coupable à la mise en danger des enfants en échange d'une peine réduite. 18 mois de prison, 3 ans de probation. Son avocat pense qu'un plaidoyer de culpabilité montrera des remords et améliorera ses chances devant le tribunal de la famille. Tyler sentit sa mâchoire serrée. 18 mois pour torturer un enfant n'était pas justice. C'était une bonne affaire conçue pour minimiser les conséquences. Tom, je veux que tu comprennes quelque chose. Amanda n'aura plus jamais accès à mon fils. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les manœuvres juridiques dont nous avons besoin, quels que soient les appels que nous devons déposer. Elle a abandonné son droit d'être la mère de Lucas lorsqu'elle a choisi de lui abuser. Tyler, les tribunaux de famille se penchent fortement vers la réunification. Les juges pensent que les enfants bénéficient de relations avec les deux parents, même lorsque ces relations sont compliquées. Il n'y a rien de compliqué dans la maltraitance des enfants. Elle l'a blessé. Elle prévoyait de l'abandonner. Et elle n'a montré aucun remords jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre. Ce n'est pas une situation compliquée. C'est une personne dangereuse qui ne devrait pas être avec les enfants. À 10 heures, sharp, ils sont entrés dans la salle d'audience 3. Tyler a immédiatement repéré Amanda assis à la table de l'accusé avec son avocat, une femme mince dans un costume coûteux qui se spécialise dans la défense des parents abusifs. Amanda avait l'air différente, plus mince, plus pâle, ses cheveux plus courts et plus foncés. Elle essayait clairement de projeter une image de remords et de vulnérabilité. Quand Amanda a vu Tyler entrer dans son uniforme de robe, son visage est devenu blanc. Il ne s'était pas vu depuis avant son déploiement. Et l'homme qu'elle regardait maintenant n'avait rien à voir avec le mari dont elle se souvenait. L'expression de Tyler était froide, contrôlée, implacable. Ce n'était pas l'homme qu'il aimait autrefois. C'était un soldat qui a identifié une menace à sa mission. La juge Patricia Williams était une femme non insensible dans la cinquantaine qui s'occupait des affaires familiales depuis plus de 20 ans. Tyler avait beaucoup recherché ses antécédents. She was fair but tough, and she had little patience for parents who endangered their children. Amanda S. Attorney spoke first, painting a picture of a vulnerable woman who had been manipulated by a sophisticated predator. She described Brent's psychological manipulation, his isolation tactique, his financial control over Amanda's life. She argued that Amanda had been a much a victim a Lucas, and that separating them permanently would only compound the trauma. Your Honor, my client was systematically manipulated by Brent Coslow over a period of months. She was isolated from her support system, financially controlled, and psychologically abused. The action she took toward her son were a result of this manipulation, not her true character. Tyler listened to this defense with growing disgust. Amanda was sitting 20 feet away, and not once did she look in his direction or ask about Lucas' welfare. Even now, even facing the loss of her son, she was focused entirely on herself. Tom Bradford's opening statement was surgical in its precision. Your Honor, Master Sergeant Tyler Clough served his country faithfully for 20 years, including 3 combats deployment. He trusted his wife to care for their son while he served overseas. That trust was not only violated. It was weaponized against the very child she was supposed to protect. Tom played the video of Amanda abusing Lucas, and Tyler watched the judge's face as she witnessed the cruelty of dragging a 9-year-old child barefoot into the snow. Judge Williams' expression grew harder with each passing second. This was not a momentary lapse in judgment, Your Honor. This was a sustained pattern of child abuse that lasted months.
The défendant verbally abuse their son, physically en danger him, and plan to abandon him entirely. She shows a relationship with her love over her child's welfare at every